Salut les poolers et bienvenue à l'épisode soutenable ou insoutenable de la semaine, épisode 11 de la saison 1 de 100% Pool, le podcast propulsé partout sur le hockey qui va vous aider à gagner votre pool cette année. Je suis votre animateur Oli Ridjov Fizet et je suis évidemment accompagné de mon co-animateur, l'insoutenable Scully, le soutenable Rosa Diaz, le Pontiac Bandit des poules, Guillaume, cool, Corbeau! Corbeau, comment ça va? Talan, tan, talan, talan. Ça va bien, ça va bien. Je vais faire un Captain Hold de moi-même, puis je vais bien. Voilà. OK. Good. Non, pour vrai, ça va bien. J'adore cet épisode Soutenable et Soutenable. On l'a fait depuis notre. Je sais plus trop combien de temps, 8, 9e, là, la 8e semaine de la Ligue. Je trouve que c'est des épisodes qui nous en apprennent un peu plus sur le genre de performance que les joueurs ont. Puis je suis quand même surpris, surtout cette semaine, de certaines réponses de certains joueurs que je m'attendais à plus ou à moins, là, dépendamment. Fait que, ouais, très content d'avoir cet autre épisode avec toi, Ali. Ridjov, je devrais. Camarade Ridjov. Si vous nous regardez sur YouTube, vous allez voir, je porte mon fier chandail des beaux-pères, l'équipe de deck qu'on avait, Guillaume et moi, ensemble avec Hugues qui était venu au podcast récemment et un autre collaborateur qu'on va peut-être inviter bientôt, notre cher Philippe. Et justement, moi aussi, c'est un segment que j'apprécie beaucoup, que vous nous aviez demandé justement sur les réseaux sociaux, sur nos pages YouTube, Instagram et TikTok à 100 Pool Podcast. Allez liker, allez nous follower justement. C'est grâce à des commentaires comme ça qu'on peut créer des nouveaux segments, inventer du nouveau contenu pour vous aider à gagner votre pool cette année. Et aujourd'hui, à l'épisode, justement, on va passer à travers 3 joueurs qui sont en panne sèche, donc qui sont cold, et 5 joueurs qui sont en feu, qui sont hot, tender, cold. Désolé, je me suis un peu emporté. Et on va analyser leur performance pour savoir s'ils sont soutenables ou insoutenables. Et le premier joueur qu'on va analyser qui est en panne sèche en ce moment, c'était la pièce maîtresse de l'échange Mikko Rantanen qui est passé des Hurricanes aux Stars de Dallas et c'est Logan Stankoven. Ouais, et malheureusement, Saint-Coven, ça va pas très bien. C'est pas dans la bonne direction que ça s'en va pour lui, du moins pas cette saison. On s'entend, c'est encore un jeune joueur, il n'a même pas encore 23 ans. Il a joué 124 matchs, donc il faut être patient. C'est un gars de 5 et 8. 5 pieds 8, c'est pas gros. No, it's so small. Ça va prendre un peu de temps, je pense, avant qu'il se développe. Présentement, il roule un rythme de 1 point à chaque 2 matchs, donc un rythme de plus ou moins 40-41 points cette saison. Il n'y a pas vraiment d'indicateurs qui démontrent que ça va être plus que ça. Il tire 2,1 fois par match. Son taux de réussite au tir est à 10,6 c'est pas un joueur qui compte beaucoup. Là, en carrière, il est à 8,6. Donc, c'est pas un grand marqueur, Logan Stankoven. Quand on va analyser un petit peu plus loin, il y a beaucoup de passes secondaires, 5 sur 6. Donc, 83 c'est énorme. Ouf. Malgré le fait qu'il y a 70 des mises en jeu en zone offensive, il n'y a pas plus de points que ça. Je trouve que c'est pas très, très encourageant. Il joue 15 minutes 30 par match. Fait que c'est pas mauvais. Il joue présentement avec Jackson Blake puis Nicolas Ehlers. Donc, encore dans un rôle offensif. Mais il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas une statistique que tu dis ah, ça, c'est une anomalie négative, il va pouvoir revenir. Je dirais que l'ensemble des stats sont au beau fixe. Puis c'est la performance qu'il nous donne. Donc, à moins qu'il augmente qu'il améliore son tir, donc que son taux de réussite augmente, il ne devrait pas avoir un changement vraiment drastique dans ses statistiques. Donc, c'est un peu décevant. Là. Je pense que moi, personnellement, je m'attendais un petit peu plus de Stankoven que 40 points dans une saison. Mais c'est ce qu'il nous donne, puis ses performances-là sont soutenables. I'm so disappointed. Mais je pense que t'es pas le seul. Il était arrivé à Dallas à sa première saison, je pense qu'à la fin de l'année 2023-2024, si je me souviens bien. Il a fait 14 points en 24 matchs. Tout le monde était comme, OK, un pace de 48 points pour une fin de saison comme ça. Il va arriver l'année prochaine, puis il va tout casser, même si c'est un gars de 5 et 8. Et pouet. Il était sur un pace de 40, là, un pace de 41. C'est peut-être ça, Logan Stankoven. Effectivement, il y a 124 matchs de jouer. Il y a un gars de 5 et 8, tu nous en parles tout le temps. C'est quoi le threshold? 400 matchs. 400 matchs 400 pour un matchs. joueur de 5 pieds 8, à savoir s'il va exploser ou non. Est-ce qu'il y a encore le potentiel? Je pense que c'est un gars qui est ultra offensif, qui est de plus en plus dans des dispositions pour fonctionner
Ça n'a pas encore cliqué. Est-ce que ça peut le devenir? Peut-être, mais pour l'instant, effectivement, soutenable pour environ une quarantaine de points cette saison. Un prochain joueur qui est en panne sèche, un camarade que je pensais pas qu'il allait devenir aussi autant en panne sèche. Son équipe va coup-ci, coup-ça. Il n'a pas connu un très bon début de saison. Igor Shesterkin, pour toi, qui a 7 victoires, 8 défaites, 11 départs de qualité. Est-ce que c'est soutenable ou insoutenable, le fait qu'il n'est pas encore à l'élite de son niveau qu'il est capable d'avoir? Ben, c'est insoutenable et soutenable à la fois. Hein? Évidemment, il est un peu dépendant de ce que les Rangers vont faire. La fiche à domicile des Rangers est catastrophique. C'est vraiment, vraiment, ils ont une seule victoire. Mais Shesterkin a quand même 11 départs de qualité en 17 départs depuis le début de la saison. C'est une moyenne de 64,7. C'est mieux que sa moyenne en carrière de 61. Là. Fait que, je veux dire, Quand ça va même. très bien pour Shesterkin. Puis même ses statistiques plus traditionnelles, sa moyenne de buts alloués est à 2,53, ce qui est l'une de ses bonnes moyennes en carrière. Là, sachant qu'il se compte beaucoup plus de buts, c'est un peu normal. Son pourcentage d'arrêt est à 908. C'est la moyenne, on en discutait lors de l'épisode précédent du Dump and Chase. La moyenne présentement dans la Ligue nationale, c'est 898. Ben, il est au-dessus de la moyenne, mais son nombre de victoires, son nombre de défaites ne concorde pas avec ses performances. Donc, moi, je pense que pour Shesterkin, ça va revenir. Il va avoir une meilleure fin de saison. Est-ce que les victoires vont suivre? Ça, c'est une bonne question. Good question. Mais lui, en tant que tel, Shesterkin, c'est probablement la seule raison pour que les Rangers sont encore dans le coup, probablement pour être encore en Ouais, série. pas faux. Parce que sans ce genre de performance-là, les Rangers seraient loin. Jonathan Quick n'est vraiment pas une option là, pour le remplacer. Donc, ça va bien pour Shesterkin. Il connaît une excellente saison statistique. Son équipe est juste mauvaise. T'es raide quand même sur Jonathan Quick. 5 départs de qualité en 6 matchs. Oui, OK, il y a 3 victoires, 3 défaites. Une moyenne de 1,69 puis 944. Au contraire, quand il joue, Jonathan Quick, il joue quand même pas si mal. C'est un bon numéro 2. Ouais, ce que je veux Franchement, dire, ce c'est serait que un joueur que j'irais chercher il peut dans un donner pool du de volume. catégorie semaine par semaine. Mais c'est pas un gars de volume. Effectivement, c'est pas lui qui va Je veux arriver dire, puis remplacer Shesterkin au pied levé. Là. puis dans les 2 dernières saisons, là, son nombre de départs de qualité était vraiment moindre. L'année dernière, c'était 37 Effectivement. l'année d'avant, 44. Fait que là, oui, il joue bien, on s'entend, mais à long terme, c'est pas une option. C'est pas. Fait que finalement, Il a prouvé qu'il avait vraiment ralenti. Shesterkin, soutenable. Jonathan Quick, insoutenable. C'est un peu ça qu'on dit, qui est la Ben, situation des Rangers en ce moment. Shesterkin, c'est insoutenable dans ce sens où que sa performance va s'améliorer. Effectivement. Et Quick aussi. Ça va être insoutenable parce que ça ne peut qu'aller dans le sens inverse. Fait que Ouais, je ça me va suis pas trompé, bien. effectivement. Tout ça pour dire que Shesterkin va être meilleur. Voilà. C'est rassurant, du moins. J'avais peur parce que Shesterkin, depuis sa saison où il avait eu justement 2,04, 2,06 points accordés de points par match, de buts par match, il ne faisait que régresser année après année. 2,48, 2,56, 2,86 dans une LNH qui se marque plus de buts que tu mentionnais un petit peu plus tôt. J'avais peur pour lui qu'il perdait un peu de vitesse. Je suis quand même content de voir que le camarade se replace depuis peu. Et le prochain joueur qui est en panne sèche, c'est un défenseur qui, lui, est dans mon pool. Il vient de revenir de blessure. J'espère que tu vas me dire que c'est insoutenable, sa sous-performance. C'est Dougie Hamilton. C'est effectivement insoutenable. Il va revenir. Il connaît présentement, Hamilton, sa pire saison dans les 12 dernières années. Fait que les chances que ça, à 32 ans, il n'y a pas 39 ans, il y a 32 ans, les chances que ça se maintienne sont relativement minces. Il tire un petit peu moins, quand même 2,6 tirs par match. Je comprends qu'il n'a pas toujours le premier avantage numérique. Par contre, depuis son retour au jeu, donc depuis le 18 novembre, là, dans les 3 derniers matchs, c'est lui qui a le premier avantage numérique avec du 57, 61 et 78 du temps disponible en avantage numérique. C'est lui qui est sur cette vague-là. Et même avant sa blessure, il l'avait très fréquemment. Donc, c'est pas clair que c'est Luke Hughes qui va l'avoir. C'est pas Simon Nemec qui a tassé Dougie Hamilton. Il est là pour rester. Les Devils ont toute une équipe, même sans Jack Hughes. L'avantage numérique des Devils demeure ultra, excusez l'expression, mais ils sont stack offensivement pour un avantage numérique. J'ai beaucoup espoir que Hamilton va revenir.
il y a évidemment, certains éléments qui sont. Puis je vais lever certains drapeaux. Il tire moins qu'avant, mais il tire quand même 2,6 fois par match. Fait que, c'est moins que ce qu'il faisait à l'époque. Est-ce qu'il va encore faire des rythmes de 60, 65, 70 points? Peut-être pas. Mais est-ce qu'un 55, c'est faisable? Absolument. Ensuite, il joue autant en avantage numérique. Son temps de glace est à près de 22 minutes, à 21 minutes, près de 21 minutes, pardon, 21 minutes 2 secondes, ce qui est quand même beaucoup par rapport à ce qu'il faisait antérieurement. Il a toujours été aux alentours de 19, 20, des fois du 28, 21. Fait que c'est pas moins, c'est pas plus que d'habitude. C'est ce qu'il fait normalement. Il y a juste, les points ont juste pas suivi encore. Ce n'est qu'une question de temps. J'ai assez Par contre, confiance qu'il va revenir. Là. Par contre, il joue un petit peu plus en infériorité numérique. Puis ça, on en avait parlé pour un autre défenseur cette saison, comme quoi ça te faisait un petit peu peur le fait que, je pense que c'était Sider ou je me souviens plus l'autre, je me souviens plus quel autre défenseur ça faisait ça, mais ça fait en sorte qu'il est utilisé à trop de sauces parfois, puis ça peut nuire à son nombre de points qu'il peut recueillir. Oui, c'est sûr que ça peut avoir un impact quand tu regardes le temps de jeu global, combien de temps qu'il passe en infériorité numérique. Dans son cas, il joue encore beaucoup en avantage numérique, même s'il joue en infériorité numérique, ça n'a pas je pense pas que ça a un impact si grand. Il joue 40 et 40 En ce moment, là, depuis le début de la saison, on parle de 36 C'est pas du 60 c'est pas du Ben Sherratt qui, à l'époque, faisait du 55 ou du David Savard. Là. On n'est pas à un niveau d'un défenseur défensif. Il commence un petit peu moins de mise en jeu en zone offensive, oui, mais c'est pas drastique. Je le vois pas comme étant un élément qui est drastique dans son jeu. Tant mieux. Fait que j'ai espoir que ça revienne. Puis, si on va encore plus loin en termes de statistiques, là, à 5 contre 5, le pourcentage des réussites de tir des joueurs qui sont sur la glace en même temps que lui, là, donc, est à 5,1 Ce que ça veut dire, c'est quand lui, il est sur la patinoire, le taux de réussite des tirs est à 5,1 en moyenne. C'est très bas. On s'entend, là, ça devrait être tous autour de 7, de 8, même quasiment de 9. 10, L'année ouais, passée, c'est quand ça. il était là, c'était 10,3, c'est le double. Fait que, ça, c'est des passes de plus que tu vas chercher comme défenseur qui sont pas calculés. C'est pas tangible. Là. Je peux pas te dire ça représente 5 points de plus, mais c'est quand même des points supplémentaires. Fait que c'est un indicateur de plus qui dit que si Jasper Bratt marque 2 buts de plus quand Hamilton est sur la patinoire, les chances qu'il y ait une passe sont grandes. Ben écoute, je vais peut-être le garder dans ce cas-là, Dougie Hamilton, puis Garde-les, je vais c'est lui ça que donner ça une veut petite dire. chance. Je vais Garde-les. lui donner une petite chance, Garde-les. je vais pas l'échanger tout de suite. Et maintenant, passons aux joueurs qui sont en feu, qui sont hot en ce moment. Et le premier qui est là, à savoir si c'est soutenable ou insoutenable, c'est un joueur que toi et moi, on n'attendait pas du côté des Bruins de Boston. Je sais que mon ami Corey, j'en parle souvent dans les épisodes parce que Corey Biondi, c'est vraiment le gars que je connais qui connaît le plus les Bruins de Boston. I hate the Boston Bruins. Et il me casse les oreilles à parler de Hampus Lindholm, mais Morgan Geekie cette saison est incroyable. À un certain moment donné, était le meilleur marqueur de la Ligue nationale de hockey. Soutenable ou insoutenable, Guillaume, Morgan Geekie? Honnêtement, j'ai des doutes. C'est insoutenable, c'est-à-dire qu'il marque sur 26,7 de ses tirs. Fait que c'est plus qu'un tir sur 4. Ouais, Quel je sais, doute mais que l'année t'as, passée. d'abord. Oui, mais l'année passée, il a fait du 22 Tu sais, à un moment donné, c'est comme, il peut-tu encore faire du 20 Il peut-tu faire 20 19 20 on parle de Braden Point qui faisait ça d'habitude, là, pas Morgan Geekie. Je pose la question. Je pose la question. Moi, je pense pas. Mais je pose la question à dire est-ce qu'il peut faire, je vais dire 18 mettons. Est-ce qu'il peut faire ça? Il est à 26. Là. Il a 16 buts déjà à sa fiche. Il roule un pace de 75 points. Je commence à me poser des questions. Je vais répondre insoutenable, puis je vais dire écoute, la tendance va faire qu'il va finir par ralentir le nombre de buts qu'il va marquer. Il ne tire pas assez souvent pour en marquer 40 ou 50. Un peu comme on disait de Caulfield la semaine dernière. Il ne tire pas assez souvent, à 2,5 tirs par match. S'il veut faire plus, il faudrait qu'il fasse du 3, du 3,5. Et il ne le fait pas. Donc, par contre, c'est beaucoup plus que ce qu'il faisait dans les dernières années à 2,7 versus du 2, 1,7, 1,2 des 3-4 dernières saisons. Donc, il y a quand même un côté intéressant, puis c'est peut-être là que ton doute il vient, puis il joue avec un Pasternak versus d'autres saisons où il n'était pas mis dans une disposition d'un premier trio, par exemple. L'année passée, c'est un petit peu ce qu'il y avait, puis il en a profité. C'est juste son pourcentage de tir est trop élevé. En termes de passes, il y a juste 6 mentions d'aide, mais 50 sont des passes secondaires aussi. Fait que, il n'y a pas vraiment de points à grappiller à cet endroit-là. Fait que si on se dit qu'il reste, dans son cas, il reste 58 matchs à jouer dans la saison,
Combien de buts est-ce qu'il peut marquer en 58 matchs? S'il en marque 20, ça va être beaucoup, je pense. Puis là, il n'y a pas beaucoup de passes. J'ai de la misère à croire que Morgan Geekie va être un joueur de 40-45 buts cette année. L'année passée, il en avait fait 33 puis on trouvait que c'était insoutenable. Comment est-ce que cette année il peut faire encore plus? 26 de pourcentage de tir, c'est comme les saisons exceptionnelles de Sam Reinhart ou de Zach Hyman. C'est once in a lifetime. Puis là, tu aurais me dire que lui en aurait 2 back-to-back. Ça me semble improbable. C'est improbable, c'est pas impossible, c'est improbable. Ouais. Allez nous écrire en commentaire d'abord combien vous pensez qu'il va marquer de points, qu'il va marquer de buts cette saison, Morgan Geekie. Très curieux de savoir si ça va être over ou under 35 buts cette saison. Écoute, c'est une bonne question. On verra. C'est tough. Ouais, c'est tough. Laissons les poolers répondre. On va pouvoir regarder ça dans les prochaines semaines à suivre. Prochain joueur qui est en feu en ce moment, Noah Dobson, Canadien de Montréal. I see that you're a Montreal Canadiens fan. Écoute, peut-être un petit point positif sur certains joueurs qui vont moins bien, nommé ici Zach Bolduc, peut-être la situation des gardiens de but aussi à Montréal, mais Noah Dobson, force est d'admettre, on l'attendait avec grand enthousiasme à Montréal. Il joue très bien. Soutenable ou insoutenable pour toi, Noah Dobson? Je vais te dire insoutenable, malheureusement, pour Dobson. What? Ouais, c'est décevant quand même. Mais je l'ai moi-même dans mon pool. Je l'aimais quand il faisait 70 points par année, moins quand il devient la deuxième option en avantage numérique derrière Lynn Hudson. C'est un des éléments, en fait, qui me dit qu'il y a un ralentissement. Dobson, c'est le grand élément. C'est le grand élément qui fait la différence. C'en est un parmi tant d'autres, parce que son pourcentage de tir est un peu plus élevé que le reste de sa carrière. Il est à 7,7 en ce moment. En moyenne, il est à 5,8. Fait qu'il n'y a pas... Je sais, tu vas me dire, ah ouais, non, c'est pas si pire. Je suis d'accord. C'est pas si pire, mais il ne lui manque pas un but, c'est ça que je veux dire. Il ne peut pas aller chercher un but de plus sans que ça soit déraisonnable dans son cas. Fait que son 3 buts en 21 matchs, il ne peut pas en chercher un de plus. Sans que ça devienne déraisonnable. Il tire moins que dans toute sa carrière, ou à peu près, du moins dans ses bonnes saisons avec les Islanders, quand il est un joueur régulier. Il tire à 1,9 fois par match présentement. Puis quand on regarde les saisons passées, c'est du 2,8, du 2,2, du 2,6. Fait que c'est vraiment plus que ce qu'il fait en ce moment. En avantage numérique, on n'en parle même pas. Il fait même pas il fait 1 minute 40 par match. En fait, parlons-en, parce que c'est ça la grande différence. Il joue beaucoup à 22 minutes, mais il ne joue pas en power play. C'est ce qui fait qu'il ne va pas faire un 73 et c'est ce qui fait que ce ne sera pas soutenable d'aller atteindre un 59 points qui est son pace en ce moment sur 82 matchs et même peut-être un 50 points cette saison. Ben, le 50 points, c'est pas impossible. Je ne le rejette pas du revers de la main. What? C'est peut-être j'ai vraiment pas la bonne expression, mais vous comprenez le principe. C'est vraiment pas la bonne expression, mais c'est sûr que moi, je ne vais pas exclure la possibilité que Dobson fasse 50 points. Pour la seule et unique raison que dans sa première saison avec les Islanders, il jouait 2 minutes 37 par match, puis il avait fait une saison de 51 points. Fait, de 2 minutes 37 en avantage numérique. Fait que, tu sais, il n'est pas si loin que ça de ce type de temps-là, de déploiement d'avantage numérique-là en ce moment avec les Canadiens, même si c'est la deuxième option. Il n'est pas si loin que ça. Il joue quand même beaucoup, encore une fois. Il joue sur un premier duo de défenseurs dans son utilisation à 5 contre 5. Je dirais pas que c'est impossible, mais c'est sûr que les chances qu'il y a de faire 60 sont 59 comme en ce moment, c'est très, très mince. Pour moi, Dobson, malheureusement, ça va être insoutenable pour son pace. Ça n'enlève pas le fait, par contre, qu'il est un excellent défenseur. Il est juste comme pas dans la bonne équipe pour faire des points. Ouais, mais au moins, c'est mon équipe, fait que je chialerai pas, mais il n'est pas dans la bonne équipe. Bon. Ben, écoute, il va faire des points, et puis c'est quand même incroyable ce qu'il est capable de faire avec très peu d'avantages numériques, contrairement à ce qu'il a eu en carrière. Effectivement, s'il était dans une autre équipe et qu'il était dans votre pool de hockey, chances are, vous feriez plus de points avec Noah Dobson. Le prochain joueur qui lui aussi est en feu, c'est un des meilleurs marqueurs du côté des Canucks de Vancouver. 4 points à ses 4 derniers matchs, 12 buts en 23 matchs. Un joueur qui frappait tout ce qui bougeait l'année dernière. Kiefer Sherwood, le bâton lui-même. That is funny. Le bâton lui-même qui lui sert, parce qu'il a quand même marqué 12 buts en 23 matchs. Ouais. Mais tu sais, on s'entend, c'est insoutenable pour Kiefer Sherwood. J'ai comme repoussé le moment d'en parler. Ça fait 2 semaines que je me disais, il va mourir de sa belle mort d'un point de vue offensif, puis on n'en parlera plus.
Mais là, à un moment donné, il faut le dire. Là, il faut que ça arrête, cette histoire. Il y a 4 Forcé points dans d'admettre. ses 3 derniers matchs. Un pourcentage de tir de 30%. C'est plus c'est plus que le double de sa moyenne en carrière. Sa moyenne est à 12,2 puis il fait du 30. Fait C'est que même c'est pas proche. insoutenable, ça, Guillaume, ou c'est C'est soutenable? c'est soutenable. C'est sûr, c'est soutenable. Un Ben tir oui. sur 3 qui rentre. Ah ouais. On joue pas un de garage. Là. Fait que, tu sais, il devrait avoir au moins 6 buts de moins si c'est pas 7. Puis là, enlève-y 7 buts, il devient un joueur de 9 points en 23 matchs, qui est probablement ça, Kiefer Sherwood. Fait que oubliez ça. J'ai même pas besoin d'aller voir plus loin dans ses statistiques pour vous dire que c'est insoutenable juste par son taux de réussite au tir. Il joue un petit peu plus, par exemple, qu'avant. Fait que peut-être que ça va l'aider à ce niveau-là d'un point de vue performance globale, mais tu sais, un pace de 57 points pour Kiefer Sherwood, là, je pense que c'est utopique de dire que ça va être maintenable de son côté. Mais en multicats, il y a quand même 96 mises en échec en 23 matchs. Fait que les coups d'épaule n'ont pas de secret pour lui. Arrête, c'est vraiment un gars de ligue de garage. Il compte sur un tir sur 3 puis donne des coups d'épaule. C'est un peu à la tête brûlée d'une ligue. C'est un peu ça, Kiefer Sherwood. Ah, il y a une régression en ce moment. Il est passé de presque 6 mises en échec à 4. Écoute, l'enfer, mais au moins, il marque des buts à la place. Tu l'as dit par contre, quand même, tu sais, il joue un peu plus. Il y a 2 minutes de power play en moyenne, ce qui est quand même vraiment beaucoup. Je pense que, tu sais, ça l'aide un peu, mais ça montre surtout à quel point les Canucks, des fois, on a manqué de munitions à l'attaque. Il y a plusieurs joueurs qui sont revenus en ce moment. Un Evander Kane va très bien aussi, d'ailleurs. Mais daily reminder de daily face-off. Présentement, Sherwood est avec une ligne avec Aatu Ratti puis Drew O'Connor. À moins qu'il est sur une première ou une deuxième ligne, ce serait pas peut-être soutenable, mais là, ce l'est vraiment pas. Et ça nous amène à un autre Wood, parce qu'on parle beaucoup de bois dans cet épisode. The woods are super nice, right? Matthew Wood du côté des Prédateurs de Nashville. Un défenseur que je pense une recrue qu'on avait peut-être pas autant vu cette saison. Puis je vais être curieux de parler avec Pascal à la moitié de l'année pour réévaluer justement toutes les recrues. Un autre épisode spécial qu'on va avoir pour analyser toutes les recrues de cette saison. Pas un gars qu'on avait vu venir tant que ça, Matthew Wood, à Nashville. Quand même content de voir qu'il y a une autre petite lueur, justement, d'espoir du côté de Nashville. Ouais, c'est comme on le voyait plus comme un projet à long terme, tu sais, comme un grand chêne qui va être à 6 pieds 4, 200 livres. Il y a 20 ans seulement, tu sais, un peu à la Michael McCarron, Quentin Byfield, Tage Thompson, tu sais, Michael McCarron qui est une vedette de la Ligue nationale. Plus ça va être un gros bonhomme qu'on espère que ça se développe en joueur étoile. Et là, il est arrivé avec les Preds. On lui a donné, évidemment, les Preds qui n'ont pas beaucoup de profondeur, là, donc on lui a donné beaucoup de temps de glace quand même pour une recrue. Surtout un déploiement qui était, je veux dire, optimal dans les circonstances, c'est-à-dire que c'est un des seuls joueurs des Preds qui a plus de mise en jeu en zone offensive qu'en zone défensive. On est à 57% dans son cas. Et il a su quand même, tu sais, bien en profiter. Bon, là, il est dans une séquence un peu plus difficile de aucun point à ses 3 derniers matchs, mais il était quand même 10 points en 11 matchs. Je vais mettre un astérisque à côté de Wood. Je vais dire que c'est soutenable en termes de performance. Pas qu'il va faire un RIP de 60 points. C'est pas ça mon point, mais je crois qu'il va être capable de continuer à noircir la feuille de pointage cette saison de façon assez continue, que ce soit dans des poules de masse salariale, que ce soit dans des poules de keeper où est-ce qu'on a des mineurs. What the hell did you just say? Ce genre de joueur-là, qu'on peut rappeler, là, va quand même servir ton équipe. Vous pouvez le garder. Là. Je pense pas que c'est un mauvais joueur à avoir dans son pool. Et je vous l'explique. 2,2 tirs par match. Excuse, avant que tu repartes dessus. Des poules avec des mineurs. Est-ce qu'il faut parler à Jake Peralta pour qu'il vienne ici? Call Jake Peralta. Est-ce qu'il faut Boyle aussi à venir tout le 9-9 pour parler de ça? Non? C'est pas le bon. Okay, c'est bon. Non, avec des ligues mineures. Fait que pourquoi Matthew Wood qui va fonctionner? 2,2 tirs par match. À la base, c'est quand même un bon niveau de tir pour une recrue. C'est pas, on n'est pas à du 1,7 ou 1,8. Et quand tu tires 2 fois par match, tu mets quand même les chances de ton bar. Son pourcentage de tir présentement est à 19,4. Fait un peu trop élevé. Mais tu sais, il pourrait avoir 5 buts, 4 passes, 9 points en 14 matchs, puis ça serait très respectable. Puis statistiquement parlant, ça concorderait. Il y a 5 points d'avantage numérique aussi. Donc,
capable de produire en power play. C'est pas donné à tous les joueurs de le faire. Bon, il joue pas beaucoup, là. On s'entend que c'est une verte recrue, mais il y a eu un tour du chapeau contre les Rangers le 10 novembre dernier. Et dans ce match-là, on lui a donné 17 minutes de temps de glace. Donc, les Preds ont quand même de la place dans leur alignement et ont cette possibilité-là de prendre des risques, de faire jouer leurs jeunes. Et ça va de mieux en mieux. Dans les derniers matchs, il n'est jamais tombé en bas de la dizaine de minutes. Tu sais, on l'a pas mis sur une quatrième ligne à le laisser s'endormir au bout du banc dans une fin de match. On lui donne du temps de glace. Tu sais, il joue pas vraiment moins que Demidov, là. Fait que c'est pas... bon, c'est une référence, je sais pas, mais il joue 13 minutes par match en moyenne. C'est pas si pire que ça. C'est peut-être ça mon point par rapport à ça. Et il joue avec... Bon, je vais dire une ligne offensive pour les Preds, là, avec Michael Bunting puis Fedor Zvechkov, un autre camarade. C'est pas c'est un deuxième trio, je pense, du côté des Prédateurs, mais c'est pas un gros deuxième trio, mais ça en demeure un deuxième trio quand même. Et il a des fois des présences avec Forsberg et avec O'Reilly de façon sporadique, mais c'est arrivé en courant de saison. Donc, j'aime bien ses chances, Matthew Wood. Lors du dernier match, vois-tu, il a joué avec Eric Haula et Steven Stamkos. Exact. Bon, Stamkos va pas bien, mais je pense que le propos est plus de dire qu'on le met dans des situations qui, offensivement, sont avantageuses pour lui. Et présentement, il a réussi à saisir ces chances-là. Donc, je pense que c'est soutenable que Matthew Wood continue à jouer dans la Grande Ligue, continue à engranger des points. Et peut-être qu'il pourrait finir avec une quarantaine de points, ce qui serait, je pense, au-delà de toutes les espérances de ce qu'on avait en début de saison pour lui. On pensait même qu'il allait passer l'année des mineurs. En fait, on a commencé l'année à Nashville en se disant... c'est Martin qui jouait qui a été gardé dans la grande ligue. Là. Puis finalement, c'est Matthew Wood qui surprend. Tant mieux pour lui. Peut-être Joachim Kemmel, même, dont on avait parlé, mais effectivement, C'est tant vrai. mieux pour un Matthew Wood. J'ai bien hâte de voir comment il va terminer la saison. Prochain joueur qui est en feu en ce moment, l'autre défenseur des Leafs qui fonctionne excessivement bien, un régulier de nos publications, de calendrier, de waiver à aller chercher que j'ai inclus à quelques reprises sur Instagram. Allez nous suivre à 100 pour le podcast, évidemment, encore une fois. Mais Oliver Ekman-Larsson, qui lui, 6 points à ses 6 derniers matchs. Le grand défenseur de 6 pieds 2, 34 ans, ne ralentit pas avec les Leafs. Même si Morgan Non, Riley joue bien. puis j'aimerais juste dire que toi, tu pensais qu'il allait ralentir. Je te disais, ah non, on va le chercher. Et Ouais. j'ai raison. I knew it! Fait que j'aime ça. Ouais. Ça fait une couple de fois, je dis ça là, depuis les 2 derniers épisodes. Je te remets j'aime ton nez pas dans ton ça. caca. Ouais, j'aime pas ça. J'aime ça. C'est comme je prends ton gun, je le mets vers toi. C'est pas pire. C'est pas pire avec ça. Je te ramène à l'ordre. Je fais mon Terry Crews de Ouais, moi-même. c'est ça, je te ramène à je me l'ordre. sens beaucoup plus comme Boyle depuis quelques épisodes. J'aime pas tant ça. Je n'aime pas non plus te voir dans un rôle un peu plus comme Jake Peralta, un peu trop avec de l'ego. Il va falloir trouver ça. Je comprends Hugues puis tes coéquipiers de poule. Là. Mais tout ça pour dire que Ekman Larsson, par contre, au-delà des points, là, il y a 16 points en 22 matchs. Je pense que ce rythme-là, en soi, est un peu insoutenable. Il ne fera pas 60 points cette année. Mais je pense qu'il va en faire vraiment plus que sa trentaine qu'il a fait dans les 3-4 dernières saisons et qu'il devrait plus tourner aux alentours d'un 45 d'ici la fin de la saison. Et je m'explique. Premièrement, le nombre de mises en jeu en zone offensive qu'il a, c'est avantageux. Il passe près de 60 de son temps dans des mises en jeu en zone offensive. Sachant que les Leafs n'ont pas une très bonne saison, ça veut dire qu'on lui donne la chance de se faire valoir offensivement. Donc, déjà là, c'est positif. Ensuite, en termes de passes secondaires, il a du 60 là, mais c'est pas mal ça qu'il a fait toute sa carrière avec Larsson. C'est sa façon d'engranger des points. Je trouve ça positif. Il joue en avantage numérique. Il joue souvent tout seul sur l'avantage numérique. Et dans lui et Morgan Riley s'échangent le premier avantage numérique continuellement. Ekman Larsson, c'est pas un spécialiste de l'avantage numérique, là, donc c'est pas nécessairement lui là qui va engranger énormément de points, mais c'est encore une démonstration qu'on lui donne une chance offensive de faire la différence. Et c'est quelque chose que moi j'aime quand même beaucoup par rapport à ça. Aussi le fait qu'à Toronto, on veut retirer Morgan Riley d'avantage numérique continuellement, puis on n'est pas capable de le faire. Fait qu'on essaie Ekman Larsson à gauche, à droite pour aller chercher ces points-là. Il y a juste un taux de tir un peu élevé, mais il y a juste 3 buts. Fait que ça a vraiment une importance qu'il perde un but ou pas. Moi, je Pas pense vraiment, pas. non. Puis il joue quasiment 21 minutes. Fait que c'est quand même le déploiement d'un défenseur numéro 2. Fait que il y a un défenseur numéro 2 dans une équipe qui est offensivement quand même
pas mauvaise. Je comprends que les Leafs sont pas une grosse saison, mais ils ont quand même des Nylander qui a un rythme qui a aucun bon sens. On va parler d'ailleurs dans le prochain épisode de vendre et acheter. Vendre ou rénover, j'allais dire, mais vendre et acheter, le marché des joueurs à acheter, le marché des joueurs à vendre. C'est comme si Ekman Larsson, encore une fois, c'est un gars pas trop sexy, mais il va faire la job dans votre pool, puis il va aller chercher les points que vous avez besoin. Puis là, il y a 6 points en 6 matchs, puis il fait juste 1 point par match. Tu sais, c'est comme une petite passe à chaque match. Fait que peu importe le format de pool que vous avez, il n'y a rien qui bat un défenseur qui fait des points régulièrement à coup de 1. Il n'y a rien qui bat ça. C'est prévisible, puis on cherche ce type de défenseur-là dans nos pools. Donc, Ekman Larsson, je te le redis pour une deuxième fois en 3-4 semaines, va le chercher, tu ne seras pas déçu. Il est revenu au Oliver Ekman Larsson des années des Coyotes, de Phoenix et des premières années de l'Arizona. Non, mais il n'est pas revenu, mais ça prouve que c'était un gars qui était offensif dans le temps et qui n'a pas tout perdu non plus. Il est juste rendu un petit peu plus vieux, dans une bonne équipe, donc tant mieux pour lui. Le prochain joueur qui est en feu en ce moment, à savoir s'il est soutenable ou insoutenable, à ma demande. Parce qu'effectivement, on venait de dire que tu me disais souvent que j'avais tort, mais Jesper Wallstedt avec le Wild du Minnesota qui joue très, très bien. À savoir s'il est soutenable ou insoutenable, je connais tout de suite ta réponse. I can answer this. Ça va être insoutenable parce qu'il a 3 blanchissages cette saison. Écoute, commence, puis je vais répondre par après. Je vais changer mon propos. Oui, il y a 3 blanchissages. Il y a quand même 7 départs de qualité en 8 départs, ce qui est très, 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 très bien. Il faut rendre à César ce qui revient à César. Il y a 6 victoires, 2 défaites en prolongation. Puis c'est vraiment à son honneur. Le Wild a une fiche, je pense, de 8-1-1 à ses 10 derniers matchs. Et c'est en grande partie grâce à Wallstedt. Le seul élément qui me fait dire que c'est insoutenable, c'est qu'il n'aura pas le volume. Parce que Gustafsson n'est pas si mauvais que ça. Gustafsson a encore 60% de départs de qualité depuis le début de la saison. Il y a 15 départs, il y en a 9 de qualité. C'est très bien, là, c'est très, très constant. Pourquoi? Oui, là, on va rouler un peu sur le gardien de but qui est hot du moment au Minnesota, mais du moment que Wallstedt a un match ou deux plus difficile, aussitôt Gustafsson va revenir, puis on sait que Gustafsson est capable de faire le travail. C'est pas une situation comme celle avec, je vais prendre les Blues de Saint-Louis, je vais prendre celle du Canadien de Montréal, même le Kraken que Joey Daccord a le plus de difficultés, où est-ce que le gardien de but numéro 1 va moins bien, puis on en amène un deuxième, puis on espère qu'il réussisse à le tasser. Gustafsson est bon. Il n'y a pas de raison, d'un point de vue du Wild, de tasser Gustafsson complètement parce que Wallstedt a une bonne séquence. Il y a quand même un ordre dans la Ligue nationale à respecter. Tant mieux pour Wallstedt. Est-ce qu'il va être bon à long terme? Je vais te dire oui, même si l'année passée, en Ligue américaine, il a été exécrable. Je pense qu'il y a encore le potentiel, puis il le prouve jusqu'à maintenant depuis le début de la saison. Mais la raison pourquoi moi, je ne voulais pas l'inclure dans le balado, dans cet épisode-là, du moins, c'est que l'échantillon est encore un petit peu trop mince. Puis il est juste une belle séquence. Tu sais, Jacob Debèche, après 6 matchs, c'était le gardien de but numéro 1 du Canadien pour les 15 prochaines années. 2 matchs plus tard, tu peux pas. C'est le gardien de but numéro 6 derrière Kakkonen, Fowler, puis il devrait aller jouer avec les Lions de Trois-Rivières. Ouais, il vient quand même de gagner à la défense de Jacob Debèche rapidement ici, petite parenthèse, vient quand même de battre les Leafs de Toronto à Montréal. Il n'est pas non plus derrière Capo Kakkonen en ce moment. Je pense qu'on attend juste Jacob Fowler à Montréal de toute façon. Mais ceci étant dit, du côté de Jesper Wallstedt, par contre, tu peux pas comparer Wallstedt non plus à un Jacob Debèche. Wallstedt, malgré, oui, OK, une saison exécrable dans la AHL, ça restait un des gardiens qui était vu comme le nouveau gardien dans les meilleurs gardiens de la nouvelle génération, avec un Yaroslav Askarov, avec les Spencer Knight. C'était un gardien qui a quand même été repêché 20e au total en 2021. Je comprends, OK, c'est pas tous les gardiens qui réussissent non plus à bien performer en AHL, parce que des fois, t'es pas nécessairement avec des bonnes équipes non plus. C'est pas toujours facile. Par exemple, un Sébastien Cossa qui a pas connu des bonnes années non plus dans le club école des Red Wings de Détroit. Jesper Wallstedt, ça reste quand même un gardien avec avec une notoriété, un calibre qui est nécessairement très bon. Et tout le monde disait qu'il le voyait comme étant un des meilleurs gardiens à l'extérieur de la Ligue nationale de hockey. Il arrive en ce moment avec une équipe qui est très bonne et il le montre qu'il est capable de bien jouer. Je comprends que Philippe Gustafsson, tu dis qu'il joue bien. Oui, 6 victoires, 7 défaites, 2 défaites en prolongation. Mais dans ses 15 matchs, il a quand même 9 matchs
où c'était des départs de qualité, 60%, ce qui est quand même de très bien. Ben, Bien, très, très tu sais, bien. très, très bien. Peut-être pas, c'est quand même bien, tu sais, sans plus. Mais si Wallstedt continue à jouer comme ça, je te l'ai dit lors de notre épisode sur les gardiens de but, de notre épisode spécial en début de saison, où je disais Wallstedt est capable de venir prendre la place de Philippe Gustafsson dès cette année ou même dans les prochaines années. Je pense qu'effectivement, c'est insoutenable parce qu'en ce moment, oui, OK, les blanchissages faussent un peu les données, mais ça reste que il les a pas volés, ces blanchissages-là. Il l'a mérité, il l'a très bien joué et ça fait que je veux aller le chercher. Je Mais pense que l'échantillon, il est très, très mince. Il y a je eu 8 matchs de comprends, jouer. mais Si tu regardes les 5 matchs avant, là, dans les 2 dernières saisons où est-ce qu'il y a eu des clins d'œil dans la Ligue nationale, l'année passée, il n'y a eu aucun départ de qualité. c'est Il n'a vrai. pas été très bon. Fait que, tu sais, je crois qu'il faut juste avoir un peu de recul, de dire c'est un joueur intéressant. Si vous l'avez dans votre équipe, tant mieux, on se réjouit. Mais moi, je regarde Gustafsson qui a un track record, pour utiliser une expression anglaise, très positive avec le Wild, qui leur a permis de rentrer en série l'année dernière. Je pense qu'il va continuer à avoir son lot de départ. Wallstedt, il a beau être bon, puis je ne lui enlève rien. J'ai de la misère à voir dans quel monde est-ce que Gustafsson ne va pas être le gardien de but numéro 1, utilisé le plus fréquemment. Est-ce qu'au lieu d'avoir un rapport de 62 matchs versus 20, ça va peut-être être 54 versus 30 quelques, 37, 38? Peut-être. Je dis pas que c'est impossible, mais il n'y a aucune chance pour moi que Wallstedt et Gustafsson deviennent un 1A, 1B ou que ce soit un tandem dans la Ligue nationale. Pas cette année, du moins. Puis on verra l'année prochaine. Mais c'est Gustafsson est bon. 60%, c'est plus que bon. C'est excellent. C'est dans le top 10 des gardiens de but de la Ligue. Je ne le vois pas se faire tasser par le kid de 23 ans parce qu'il y a une bonne séquence. Wallstedt a des croûtes à manger avant d'être un gardien de but dominant à tous les jours dans la Ligue nationale. D'accord. Fait que T'as c'est raison. T'as insoutenable raison pour cette saison. là-dessus. T'as raison là-dessus. C'est insoutenable, effectivement, pour ça. On va Je couper pense que maintenant. Ici, on arrête là. J'ai non, raison. je C'est pense non, 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 je pense quand même qu'effectivement, ils peuvent devenir un beau tandem. On parlait un beau tandem à la Swayman, à la Hallmark, à terme, dans l'année prochaine, peut-être même dès cette année, s'ils continuent de bien, de bien jouer comme il joue en ce moment. En gros, insoutenable, effectivement, mais soutenable dans le sens où il va continuer à bien performer selon moi. Et si on a parlé lors de notre dernier épisode de Dump and Chase de Frederick Anderson qui ne va pas très bien, puis on disait que c'était un dump. Moi, j'aurais dû, il y a une semaine, aller domper Frederick Anderson et aller chercher Jesper Wallstedt parce qu'il est un meilleur deuxième gardien et il va continuer de l'être. Et je pense sincèrement que cette saison et même l'année prochaine, ça va être une éclosion pour Jesper Wallstedt. Et c'est pour ça que je voulais l'inclure dans l'épisode d'aujourd'hui de fair enough. Soutenable. Mais Wallstedt et Matthew Wood, pour moi, c'est le même principe. C'est-à-dire que les statistiques qu'ils ont présentement sont insoutenables, mais ce sont des joueurs qui vont jouer dans la Ligue nationale jusqu'à la fin de la saison. Et c'est ce qui met fin à notre épisode de Soutenable ou Insoutenable. C'est une belle façon de finir l'épisode. Si vous êtes d'accord avec nous à propos de Jasper Wallstedt, si vous pensez que Noah Dobson va faire 50 points ou moins, allez nous écrire sur YouTube, Instagram et TikTok à 100 Poules Podcast, en commentaire, en DM. On aime ça, vous lire et utiliser vos réponses et vos questions lors de nos prochains épisodes. Et on espère sincèrement que l'épisode va vous aider à gagner votre pool cette année. Salut les poolers!